Anne-Ségolène Abscheid, bonjour. Bonjour Audrey. Alors, vous dirigez le cabinet Orientalis Conseil, dans lequel vous proposez régulièrement des semaines de préparation à l'examen du bac de français. Alors effectivement, on va s'intéresser aujourd'hui plus particulièrement à l'oral, puisque c'est parfois le premier exercice oral de face à face avec un examinateur auquel va être confronté un candidat, un jeune. Alors quels sont les conseils qu'on peut lui donner pour bien se préparer? À quoi est-ce qu'il va devoir faire face? Eh bien Audrey, effectivement, c'est une épreuve qui est souvent redoutée par les élèves parce qu'on ne peut pas se cacher derrière sa table ou sa copie. On doit affronter un professeur qu'on ne connaît pas et c'est un peu cet inconnu qui fait peur. Le premier conseil que je peux donner, c'est comme pour tous les orales, que ça tient aussi pour un oral de recrutement ou après pour passer un oral pour entrer dans une école, ce sont des conseils de présentation. Soignez votre présentation. Évidemment, c'est un oral de bac français, n'y allez pas en costume 3 pièces ou en tailleur, ce n'est pas ce qu'on vous demande, mais soignez votre tenue, soignez votre présentation, votre examinateur vous en sera gré, et puis peut-être que vous aurez droit à quelques points en plus, en tout cas au moins, et il ne vous en enlèvera pas pour manque de soins. Donc ça le mettra dans de bonnes dispositions. Exactement. Alors souvent on peut avoir peur à l'oral de bégayer, de ne pas trouver ses mots. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça pour éviter ce genre de petits désagréments? Oui, il y a un truc qu'on enseigne en tout cas chez Orientalis Conseil, c'est d'adopter un cadre de présentation. Si finalement vous pouvez avoir un petit peu comme des bouées qui vont vous aider à retrouver vos mots, à assembler vos phrases. Donc toujours commencer une introduction par le même morceau de phrase ou terminer en disant ce sont toutes les raisons pour lesquelles blablabla. Voilà, finalement ça rassure, c'est voilà, ça? Ce sont des petits marqueurs qui viennent rassurer, qui viennent faire un cadre finalement de présentation de votre commentaire de texte. L'autre chose, c'est qu'on peut avoir l'impression à un moment de tout mélanger. Voilà, on arrive, on a révisé pour un certain nombre de textes et on tombe sur l'un d'entre eux, mais on ne sait plus, on a l'impression qu'on ne sait plus rien. Voilà, oui, c'est vrai que certains candidats ont jusqu'à 70 textes à présenter, donc c'est énorme. Et puis, il y a toute cette myriade d'auteurs finalement qui viennent se mélanger, que vous avez vu peut-être depuis la 6e, peut-être même avant. Et finalement, le risque, surtout à l'oral, c'est de faire un contresens, un anachronisme, et c'est évidemment pas ce que vous voulez faire le jour J. Alors le mieux, c'est d'avoir, finalement, c'est de prendre un petit peu de recul et de ranger tous ces auteurs par siècle et par grands courants littéraires et de trouver les liens logiques entre eux, notamment grâce à des grandes dates historiques. Si vous faites ça, vous faites cet effort finalement de prendre un petit peu de recul du 16e jusqu'à nos jours et de classer par siècle les mouvements littéraires avec un ou deux auteurs par période et de regarder qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là historiquement en France et dans le monde, vous verrez que tout ça va s'agencer de façon très logique et vous pourrez en parler facilement à l'oral. Donc finalement, c'est tout un travail en amont de classement pour éviter de tout mélanger le jour J. Voilà, et ce n'est pas forcément quelque chose qui prend beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a une erreur, on va dire, rédhibitoire qu'il ne faut surtout pas faire? Ah oui, Audrey, la paraphrase. La paraphrase, c'est parler à la place de l'auteur, mais en beaucoup moins bien. Et généralement, c'est rédhibitoire pour l'examinateur. Donc, pour l'éviter, d'abord, il vaut mieux ne pas commencer sa phrase par l'auteur dit que, on constate que. Généralement, quand ça commence comme ça, c'est de la paraphrase derrière. En revanche, la bonne approche, c'est finalement d'aller se demander qu'est-ce qu'on ressent en lisant le texte. Est-ce que c'est de la tristesse, de la solitude, de la joie, de l'ennui? Vous avez le droit de vous ennuyer en lisant le texte. C'est vrai ça, on a le droit de le dire par exemple? Mais si vous pouvez l'argumenter, vous avez le droit de tout dire. En revanche, vous ne pouvez pas, la paraphrase, l'examinateur ne peut pas l'entendre, hein, mais vous avez le droit d'avoir un esprit critique par rapport au texte. Surtout si vous savez le remettre dans le contexte et le mettre en balance avec d'autres auteurs, par exemple, du courant littéraire. Voilà, de la même période. D'accord. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des choses que les examinateurs aiment bien
Alors c'est quand on fait appel un peu de syntaxe pour expliquer justement, pour argumenter le texte. C'est quoi, les figures de style? Les figures de style par exemple, les métaphores, les allégories, voilà. Si vous êtes capable de repérer par exemple une métaphore dans un texte, voilà, l'examinateur vous en sera gré aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a une stratégie aussi qui permet de gagner des points? Alors, gagner des points, je ne sais pas, mais on ne sait jamais. Vous savez, l'examinateur, après sa dure journée de passage, vous voit arriver, vous êtes bien habillé, souriant. Il aura peut-être envie de vous faire plaisir et de vous dire, bah, tiens, choisissez-moi votre texte favori ou deux de vos textes favoris. Soyez un peu malin, ayez préparé un ou deux textes à fond, des textes dont vous allez pouvoir parler avec presque passion et enthousiasme. Et c'est la bonne note assurée. Il faut emmener l'examinateur finalement sur son terrain. Exactement. Très bien, merci pour ces conseils, Anne-Ségolène Afscheit. Merci Audrey.